Là aujourd'hui, j'ai envie de pousser une nouvelle marque à accueillir un très grand événement d'envergure internationale. J'ai pas le droit de dire ce que c'est, mais on voudrait bénéficier de la notoriété. Je dis écoute, je peux pas t'aider si tu me dis pas ce que c'est. Ouais. On va recevoir la dernière étape du Tour de France, Énorme. mais on n'a pas le droit d'en parler. Ok. On a créé une stratégie, donc on ne pouvait pas parler de Tour de France dans le site. En fait, ce qu'il faut, c'est faire comprendre que ta marque est spécialiste et référente Ouais. sur un domaine. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale au Parc des Princes. Vidéo pour laquelle je vais interviewer Michael sur un format un peu spécial. J'espère que tu vas bien, content d'être avec toi. Ben, moi aussi, je suis super content de te retrouver, monsieur Sourire du SEO. C'est vrai. Taquine à chaque fois avec ça. Mais oui, c'est un moment qu'on devait échanger, faire une vidéo ensemble et c'est le bon moment. Elliot nous a pris entre deux conférences et disait allez, on va tourner une vidéo, donc c'est parfait, on a pas mal de choses à dire, on va aussi pas mal parler de l'évolution du SEO dans le temps. Toi aussi, tu as une belle expérience et aussi pas mal de plus de recul que moi sur ce sujet avec les années. Et on va aborder tout ça, voir un peu les changements en matière de contenu, en matière de netlinking, en matière de technique éventuellement. Mais avant ça, on va se présenter un petit peu. Alors Michael, toi tu es le fondateur du groupe Internet Factory. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu les différentes marques qui constituent ce groupe ? D'accord. Alors, le groupe Internet Factory a d'abord été connu avec notre plateforme netlinking.fr. On a aussi dans le groupe l'agence SEO.fr. On a racheté il y a 2 ans l'outil ancêtre de tous les ancêtres Youda, qu'on est en train de remonter et de faire revivre puisque il a failli disparaître. On est aussi en partie derrière le SEO Summit. Et puis on a une marque alors qu'on n'exploite pas plutôt directement pour nos clients, contenu.fr. Donc tu vois, c'est un peu, on comprend tout l'écosystème que je suis en train de construire avec mes équipes. Tu viens de parler de Youda à l'instant. Est-ce que tu peux me dire exactement ce qu'il propose pour être concret ? En préparation, tu nous parlais de l'écart générationnel. Tous les anciens, pour eux, Youda, c'était le super outil. Ouais. C'était un des tout premiers outils. Même on ne pouvait pas l'avoir en SaaS. On était obligé de l'installer sur son ordinateur. Ok, d'accord. Un logiciel de SEMrush et d'Ahrefs français, qui était vraiment novateur, qui s'est développé moins vite que ses concurrents et qui malheureusement a eu quelques difficultés et qu'on est en train de sauver. Okay. Et voilà. Donc c'est toujours là. Ouais. Et aujourd'hui, je me connecte sur Youda. Par exemple, qu'est-ce que je vais pas retrouver que j'ai sur un Ahrefs ou un SEMrush ? Alors, non, parce qu'on est, en étant tout à fait objectif, on est en pleine refonte de l'outil. Il y avait 3 versions de Youda qui coexistaient, qui proposaient des choses un peu différentes. Ils n'avaient pas réussi à les regrouper. Ouais. C'est des outils qui avaient un peu vieilli. Donc là, on est en train de proposer une nouvelle version. Et c'est pas encore le moment de s'y connecter, mais tu feras partie des premiers à être informés pour qu'on en parle quand ce sera prêt. Ouais, avec plaisir. C'est pas aujourd'hui la marque phare que l'on pousse le plus, mais pour moi c'était pas la principale motivation de reprendre Youda dans le groupe, mais sauver une marque qui est chère au cœur de beaucoup de SEO français, ça rentrait en ligne de compte. Ok. Tu m'as dit à l'instant, c'est pas la marque qui est en tête de groupe, du coup, ce serait laquelle si tu devais me dire? Belle question. Là aujourd'hui, j'ai envie de pousser une nouvelle marque qui est pas forcément sur le devant de la scène. Ouais. C'est notre nouvelle plateforme netlinking.com. Ok. Ça fait quelques mois qu'elle existe en version bêta. On n'a pas encore poussé sa commercialisation. On se positionne sur les articles positionnés. Ouais. En fait, dans netlinking.com, j'ai essayé d'écouter les problématiques que rencontraient les gens qui achètent des liens. La première chose que j'entends, c'est oui, on sait qu'il faut du netlinking, mais je sais pas ce que j'achète. Quand tu achètes du netlinking, c'est en fait pour transférer du PageRank à tes pages, tout simplement. Mais tu sais pas ce que tu transfères. Ouais. Donc on a à l'intérieur créé un outil qui mesure l'autorité transmise par les liens que tu achètes. Okay. Donc tout simplement, tu achètes des liens et tu sais ce qu'ils te donnent. Et tu peux les comparer. On a mis un outil gratuit qu'on appelle le backlink checker. Ouais. Tu mets ton URL, ça remonte tous tes liens et on te mesure la puissance de chacun des liens que tu as déjà, que tu les as achetés ou que tu les as reçus. Ouais. Donc c'est pas la finalité. Après, nous, notre objectif, ça va être de te vendre des liens, donc des bons liens. J'ai aussi, c'est marrant parce que tu avais fait un post une fois et j'y pense maintenant. Tu sais que je voulais aborder ce sujet. Mais et j'avais fait une slide en reprenant. T'avais qu'est-ce qu'un bon lien. T'avais balancé ça. Ouais. J'avais repris. J'étais parti dessus et j'avais essayé de répondre à tous tes critères. Et c'était même pas prévu de parler de ça. Et justement, je voulais en parler parce qu'effectivement, je parlais beaucoup avec Elliot et de ce qu'il disait. T'as été un des premiers aussi à prouver que même si un backlink n'a pas forcément énormément de vues, ou même étant en nofollow, ça peut quand même pousser en quelque sorte. Alors,
je vais préciser, il faut qu'il ait du jus. Ouais. Mais par contre, le fait qu'un lien soit dans une page qui n'est pas indexée peut ne pas poser problème en netlinking, et puisqu'en fait, tout simplement, le calcul du PageRank se fait avant l'indexation. Ouais. Donc et puis comme Google a une taille d'index, on va dire fixe, à peu près, donc on a su ça dans le procès, pas dans les leaks l'année dernière, c'est à peu près 300 milliards de contenus qui sont dans l'index. Ouais. Aujourd'hui, on a des contenus en quantité pharaonique qui sont générés avec de l'IA. Quand un nouveau contenu arrive, il en chasse un ancien. Ouais. Et Google va pas les recalculer. Le PageRank est calculé différemment. Donc oui, j'avais déjà prouvé avec des tests qu'un lien non indexé peut transmettre du PageRank. Mais pendant des années, j'ai essayé d'évangéliser, d'expliquer ça. Ouais. Et finalement, et c'est un peu toi qui m'a fait changer d'idée, les gens disent pour moi un lien il doit être indexé. Et je me suis dit ok, j'ai mes certitudes, mais j'irai pas changer l'intégralité, et on ne peut pas changer tout le monde, et il vaut mieux aller dans le sens de la vague et du courant. Et donc je vais proposer ce que les gens veulent, et je vais même aller plus loin plutôt que de proposer comme font certaines personnes en disant voilà, si c'est pas indexé on te rembourse ou ce que tu veux. Non, moi je vais te proposer des articles qui ont des impressions dans la Search Console. Et on va te donner les datas de la Search Console. Comme ça, il y a même plus d'ambiguïté. S'il y a des impressions, t'es forcément indexé. Et c'est tout simple. Et c'est tout con. Mais ça change complètement. C'est-à-dire que cette inquiétude que les gens pouvaient avoir, est-ce que c'est indexé, oui, mais et tout, elle y est plus. Tu sais si l'article est imprimé dans le sens. C'est clair. Et puis, si on reprend un petit peu le post, tu vois, tous les points que je liste, oui, c'est possible, mais ça existe, c'est cher, tu vois. C'est-à-dire qu'un lien qui est positionné, qui a déjà du trafic, qui est déjà positionné sur plusieurs mots-clés, qui a déjà reçu d'autres backlinks, oui, c'est super bien, mais ça coûte très très cher. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dilapider tout son budget en netlinking, et c'est intéressant, tu vois, je le vois par exemple avec Live Mentor, où on est sur une logique de lien forum, de lien pas cher, de lien plus premium, et surtout, on va vraiment chercher la thématique au-delà, tu vois, du gros lien. Qu'est-ce que tu penses de ça, et surtout, comment tu as vu un petit peu l'évolution du netlinking ces dernières années? Alors, je suis quelqu'un de particulier dans le netlinking, puisque voilà, j'ai netlinking.fr, netlinking.com, tu disais tout à l'heure aussi, je fais beaucoup de conférences un peu partout sur le sujet. En fait, la force que j'ai, c'est que on est le plus gros éditeur de sites en France. D'accord. On a rien que ça. On a plus de 15 000 sites thématiques. On a d'autres sites pour pousser tout ça, mais on commercialise et on a des sites qui sont hyper spécialisés. Donc ça va être une approche qui correspond aux attentes de Google. On a eu des infos, et je me souviens dans tes lignes, tu disais aussi, voilà, faut que le site soit thématique. Dans les leaks de Google, on nous parle de site focus et de site radius. Le site focus, c'est à quel point un site est concentré sur un sujet. Et le radius, c'est la distance sémantique de l'article par rapport au sujet du site. Dans netlinking.com, on mesure ça pour un article. Et un site, tu connais le focus du site, tu connais le radius de l'article. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais pareil, j'avais fait un petit post un peu imagé sur le sujet, sur la transmission du lien, en disant que tu avais différents cas. Tu vois, tu as le cas parfait où tu as un site, par exemple, qui parle de box. Mettons, tu vends des gants de box. Tu as un site qui parle de box, une page qui parle de box, et t'as un lien là-dedans. Après, t'as les cas un peu plus bâtards où t'as un site qui parle de box, mais t'as un article qui parle de voiture, et t'as le lien là-dedans. Ou l'inverse, t'as un site qui parle de voiture, une page box, et t'as ton lien là-dedans. Alors, t'as une logique de priorisation. Et même dans cette priorisation, je pense que parfois on va trop loin. Je vais reprendre ton exemple. Tu vends des gants de boxe. Toi, tu voudrais un site qui parle de boxe et qui te fasse un article sur le box. Dans l'idéal, c'est mieux. Non, je pense que tu vas trop loin. Donc, ça pourrait être un site qui parle de boxe et qui pourrait faire alors, là ça serait bien pour les IA, mais un comparatif sur les différentes gants de boxe. Et là, et même, ce serait naturel que cet article fasse des liens vers toi et vers tes concurrents. Alors ça, les gens, ils veulent pas, ils sont pas prêts. Hyper intéressant. Voilà. En fait, où je vais prendre un exemple dans le CBD. Alors, je ne suis pas fumeur, mais bon, c'est quand même un secteur très concurrentiel dans le lien. La personne vend des fleurs de CBD. Il voudrait un lien avec l'encre fleur de CBD dans un article qui parle de fleurs de CBD sur un site qui parle de fleurs de CBD. C'est trop parfait entre guillemets. Un lien doit prolonger l'information. Donc peut-être que ça va être un article qui va parler de comment se détendre avant les examens. Je sais pas, je dis peut-être des conneries complètement parce que un truc éducationnel pertinent. Alors, pas forcément éducationnel, mais et là voilà, peut-être que fumer du CBD peut avoir un intérêt. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple, c'est pas le meilleur, mais voilà, il faut qu'il y ait ce glissement sémantique
et pas cette redondance sémantique. Maintenant, si j'ai un site qui parle de CBD, on peut avoir un article qui parle des saveurs qui sont à la mode et qui vont faire un lien. Ouais. Là, c'est cool. Et ce que tu dis, ça fait beaucoup de liens avec le contenu aussi. Souvent, tu vois, mettons, on prend le domaine du yoga, une page de tapis de yoga, c'est assez compliqué d'aller chercher des backlinks dessus. Donc là, on se dit, ok, je vais créer, moi j'appelle les power pages. Par exemple, comment perdre du poids grâce au yoga. Cette page est hyper bien travaillée, il y a beaucoup de concret. Ben, naturellement, ça va aller chercher plus de liens. Tout en haut de la page, on met le lien vers notre page de vente de tapis de yoga et indirectement, du coup, il y a le transfert de jus. Qu'est-ce que tu penses un peu aussi de cette méthodologie, cette façon de contourner un peu le jus envoyé? J'acquiesce complètement ta stratégie, mais le gros différenciant chez Netlinking, c'est que moi j'ai des sites sur les formations au yoga, j'ai des sites sur le yoga, j'ai des sites sur le bien-être, et donc on arrivera à aller te positionner des articles. Donc j'aurai un site focus qui sera super concentré sur le yoga. Quand je te ferai mon article sur les tapis de yoga, mon site Radius sera très bon. Magnifique. L'algorithme de rapprochement sémantique te proposera cet article. Et en plus, parce que tu disais tout à l'heure, un lien doit avoir du jus, parce que c'est très bien de trouver le bon article, mais maintenant, il faut qu'il t'envoie du PageRank. Aussi, Et donc ça, on mesure la quantité de PageRank ou de PageRank thématique. Et donc, nous, notre site qui va parler de yoga, on a été travailler son netlinking, on lui a envoyé du PageRank thématique, alors on le mesure avec Majestic, qui est pas parfait, Trustflow, mais on parle de topical Trustflow, et donc moi par exemple un site qui parle de yoga sera certainement en health alternative ou des choses comme ça. Et donc tu varies, tu fais pas 100% du thématisé, tu varies, par exemple si tu reprends le cas du yoga, admettons un gars paye pour accéder à toi, donc certes tu vas lui faire du lien thématisé dans ce que tu as dit, formation yoga, etc. Mais est-ce que tu vas aussi aller chercher des liens sur, je sais pas, des sites qui sont un peu moins connexes, tu vois, par exemple, je sais pas, la détente, la gestion du stress. Alors c'est bien de non. Qu'est-ce que tu préfères en gros, c'est ça la question. Il y a plusieurs façons de varier son profil de lien. Tu parlais tout à l'heure des liens forums, donc tu peux avoir des typologies de sites différents, c'est une façon de varier. Moi j'aime bien varier sur la proximité finalement thématique des sites. Donc, je vais donner un exemple que j'ai déjà présenté plusieurs fois en conférence il y a quelques années. On avait eu 2 clients sur la requête Tour de France. Ok, intéressant. La vallée de la Dordogne, qui organisait la dernière étape du Tour de France. Et ils étaient venus me voir, c'était une conférence, et puis le gars il vient me voir après, il me dit écoute Michael, c'est super intéressant ce que tu dis, voilà, moi je m'occupe du site de la vallée de la Dordogne. On va organiser on va accueillir un très très grand événement d'envergure internationale. J'ai pas le droit de dire ce que c'est, mais on voudrait bénéficier de la notoriété. Je dis écoute, je peux pas t'aider si tu me dis pas ce que c'est. Donc il me dit ok, je te le dis, mais tu le répètes à personne. On va recevoir la dernière étape du Tour de France, mais on n'a pas le droit d'en parler tant qu'il n'y a pas l'annonce officielle du parcours. Donc on a créé une stratégie, donc on ne pouvait pas parler de Tour de France dans le site. Donc on a été lui suggérer de créer des contenus sur le vélo, les randonnées à vélo, le cyclotourisme, parler des anciens tour étapes qu'il y a pu y avoir ou des vieux coureurs du Tour de France, voilà, tout ça. Être directement le Tour de France. On a pu commencer à envoyer des liens vers ces pages, et le jour où il y a eu l'annonce officielle, on a mis la page Tour de France, on a fait le maillage interne, on avait déjà du jus. Ouais, vous avez capitalisé sur ce que vous avez fait. Donc là, on a eu du temps, et si on a du temps, on a besoin de moins de dépenser en budget. Et j'ai fait des analyses complètes du profil de lien qu'on avait créé. Alors, ce qui était marrant, c'est que il avait plusieurs pages, et j'ai regardé lesquels il a reçu des liens sans rien faire naturellement. Et sa page du Tour de France, il a reçu 0 lien naturellement. Alors, si on n'était pas intervenu, il n'y aurait pas eu de lien. Alors, il y avait du maillage, et il y avait 2 qui avaient reçu 4 liens chacune, la moitié en nofollow, qui n'auraient pas fait grand-chose non plus. Là, dans mon profil de lien, j'ai fait des liens dans des sites spécialisés sur le vélo, dans des sites spécialisés sur la vallée de la Dordogne. On a même créé des sites, on a même créé le site vélodordogne.com, je crois, ou .fr, bon, peu importe. Après, on a élargi, c'est-à-dire que je suis allé sur des sites qui parlaient de sport, et puis on a été aussi sur des sites qui parlaient de tourisme, et finalement on a aussi quelques blogs généralistes d'actualité. On a créé un profil varié, et on l'a positionné 4e sur la requête Tour de France. Solide. Ça, c'est le premier client. Deuxième client, on fait une conférence au début juin, la personne vient nous voir le 10 juin, nous dit bonjour, on est France Télévisions, on voudrait se positionner sur la requête Tour de France. Le Tour de France commençait le 1er juillet, on est le 10 juin. Donc tout SEO t'aurait dit écoute, pas possible, voilà.
Parce que c'était France Télévisions. Alors, c'était pas le site principal, c'était le site secondaire de France Télévisions, parce qu'ils ont deux sites. Il y a France.tv, qui est le site principal, et puis tu as France-télévision.fr, et ils ont développé avec le Covid toute une arborescence dedans, et ils voulaient être visibles sur le Tour de France. Ce qui était génial dans cette étude, c'est que France Télévisions couvre sur la fin de l'année scolaire 2 événements, Roland-Garros et le Tour de France un mois après. Et les volumes de recherche sont les mêmes. Donc nous, on avait un comparatif. Ils venaient de passer Roland-Garros, ils ont fait de travail SEO. On va bosser sur le SEO sur le Tour de France. Et qu'est-ce qui va se passer? On avait 20 jours pour apporter des premiers résultats. On les a positionnés 3e. Okay. Devant nous, on avait le Tour et Wikipédia sur la requête Tour de France. En dessous de nous, on avait l'équipe, un autre site du Tour et ainsi de suite. Tous les grands médias, on est passé devant tout le monde avec une stratégie de contenu et une stratégie de netlinking avec ses approches thématiques et sémantiques. Hyper intéressant. Et là, si on prend, tiens, on va faire un petit jeu. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, mais on va se remettre à la place de ce client, le premier dont tu as cité. Bon, et j'ai oublié de te donner les résultats. La page Tour de France, c'était la 2e page de trafic du site derrière le programme TV. Et la page Roland-Garros avait quasiment rien en trafic. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était un gap phénoménal. Donc là, on a vraiment quelque chose de comparatif. Alors tu voulais faire un... Ouais, ma question c'est, mettons, tu as une personne qui vient vous voir pour travailler sur ce système de lien et de visibilité par le netlinking. Comment tu vas prioriser? Est-ce que c'est en fonction du budget? Donc par exemple, le gars te dit budget illimité, donc toi tu bourrines, ou est-ce que c'est pas du tout comme ça, c'est chacun est un peu traité à même, tu vas regarder par exemple le nombre de backlinks du premier résultat, la qualité de ses liens, etc. Est-ce que tu te bases là-dessus ou pas du tout et t'envoies le plus possible? Comment vous priorisez et comment vous justifiez un nombre de backlinks et un budget? Alors, pour être tout à fait précis, je vais d'abord l'orienter vers un de mes consultants. D'accord. Je ne m'en occupe plus. J'ai la chance d'avoir une équipe bien formée et qui maîtrise son sujet. Et effectivement, il va falloir qu'on audite un peu les choses pour voir où on va. Parce que c'est flou, le netlinking, des fois t'investis mais tu sais pas où va vraiment ton... Dans le doute, et puis c'est pas parce qu'un client a beaucoup de budget qu'on va lui prendre beaucoup de budget. Je pense qu'il y a aussi une relation de confiance à construire avec les gens. Plutôt, les gens ont généralement pas le budget de leurs ambitions. Donc il faut pas non plus leur vendre la messe et leur promettre des choses inatteignables. Je pense qu'il vaut mieux être capable de dépasser ce que l'on a sur les engagements qu'on a pris que de apporter des mauvaises surprises aux gens. Aujourd'hui, ce que je conseille de plus en plus, dans le doute, c'est de cibler les homepages, de moins être violent sur les pages business. Blog ou business, Par contre, on va aussi les accompagner à prendre conscience de l'importance du maillage interne dans leur site. Et donc finalement, leur page qu'ils veulent faire monter, bien sûr, on va leur envoyer quelques liens, mais on va les aider à construire ou à tout simplement mailler un écosystème autour qui va pouvoir envoyer du jus en maillage interne. Tu parlais de blogs et effectivement des articles d'actualité qui ont un fort potentiel à aller se positionner. Alors, moi maintenant avec les IA sur Google, on va envoyer du lien un peu partout comme ça et ça va aller le concentrer vers la page. Ça sera beaucoup plus naturel que de bourriner avec des dizaines de domaines référents une page spécifique. Et c'est hyper intéressant ce que tu as dit à l'instant on va un peu privilégier et favoriser la home. Du coup, effectivement, mettons un site arrive, il a aussi plusieurs pages business, il dit ça c'est mes pages prio, c'est celles que j'ai envie de pousser. Est-ce que toi tu vas quand même faire 70% de liens sur la home et tu vas varier les encres en mettant aussi des encres business semi-optimisées avec le nom de la marque et un peu l'activité, ou est-ce que tu vas aussi faire un peu de 30% sur les pages les pages business? Comment tu organises un peu? Alors, on est à peu près dans les ordres de grandeur, ce que tu disais, effectivement je te rejoins dans un 70-30. Les clients ont du mal à entendre un 70-30, on va peut-être être sur un 60-40. En tout cas, on va fortement les inciter à ne pas cibler que leur page business. Il faut qu'on cible la home parce que ça va avoir un effet global et puis des pages qui sont en dessous. Voilà. Donc on a aussi un rôle de conseil. Bien sûr, c'est important. C'est nous, dans l'image du client, on n'est pas les seuls experts en netlinking, mais voilà, c'est à nous d'apporter. Maintenant, dans quelques cas de figure, et là vraiment l'audit est important, il y a des pages où il faut envoyer de la patate. Je travaille avec beaucoup de grands groupes dans l'assurance, que ce soit directement chez nous
ou via des agences qui sous-traitent leur netlinking chez nous, là la concurrence est énorme et il faut envoyer du steak, quoi. Et à la fois sur la page en interne. J'aime beaucoup aussi ce que j'appelle les stratégies de N2. Certains parlent de stratégie de relinking. De tier 2, tier 3, ouais. Voilà. On va aller identifier chez un client et notre outil du backlink shaker sur netlinking.com aide énormément. C'est-à-dire qu'on va analyser ton profil de lien de ta page. On va identifier les liens immédiats. Donc tout simplement, comme j'ai les datas des homepages et les datas de la page, je vais classer tes plus gros sites soit en termes d'audience, donc le trafic, ou soit en termes de trust flow, et je vais regarder quelles sont les pages qui sont faibles, qui elles t'envoient plus de jus, et on va aller pousser. Je vais aussi regarder ces pages-là, combien elles font de liens sortants, parce que si tu as une page qui fait 500 liens sortants et une autre qui fait 50 liens sortants, vaut mieux pousser celle qui fait 50 liens sortants, puisque tu auras 10 fois plus de jus qui te sera transmis qu'avec toi. C'est hyper intéressant. Puis il y avait une méthode que j'avais beaucoup mis en place chez Elementor, c'est une bonne méthode aussi pour aller choper du PageRank sans choper un backlink. Je sais que je vais obtenir un bon lien depuis, admettons, on va dire, Préto dans le domaine de l'assurance vers Live Mentor. Dans un article de blog qui va parler d'assurance, je vais faire un lien vers cet article qui nous cite et du coup, je vais obliger le surfeur aléatoire à revenir à créer une nouvelle boucle pour venir chez moi et du coup, je redonne du PageRank sans créer un nouveau lien. Et du coup, c'est intéressant de regarder ces gros liens et de créer un peu ces boosting pages pour envoyer plus de PageRank. Et il y a plein de stratégies qui peuvent être intéressantes. Non, c'est très malin, ça divise les coûts pour tes clients, c'est une bonne idée. De capitaliser sur ça fait ce qu'on appelle les liens leurres, mais en fait ton lien leurre il sert à quelque chose. C'est ça. Et tu fais revenir effectivement ton surfeur. Alors j'ai plus l'exemple en tête, mais je crois que j'en ai croisé un comme ça un jour. J'avais pris un exemple dans une conf où tu faisais un lien vers un autre site que je regardais dans le voyage. C'était une formation, mais on voit ces choses-là. Et quid des encres? On n'a pas encore parlé trop des encres. Donc ton client arrive, on a dit à peu près 70-30. Comment tu répartis ces encres? Est-ce que tu fais gros encre naturelle? Est-ce qu'au contraire tu vas faire du semi-optimisé? Est-ce qu'au contraire tu vas faire de l'optimisé? Bon, tu vas me dire tu varies les trois, mais comment tu gères? Je vais te donner des réponses plus précises et concrètes et qui vont sortir des poncifs. Surtout pour l'audience qui nous regarde, c'est quelque chose, on se dit quelle encre je dois choisir? Alors, parce que l'encre est très importante pour Google. D'ailleurs, dans les leaks, on voit que Google ne parle pas de lien, il parle d'encre. C'est vrai. Il y a un bonus avec l'encre. Les encres opti marchent très bien. Dans les guidelines de Google, il nous dit qu'un lien doit avoir une encre courte qui explique clairement ce qu'on retrouve de l'autre côté. Un lien, c'est une promesse et l'encre dit ce que l'on trouve de l'autre côté. Si on trompe Google dans cette promesse, c'est pas très bon pour notre PageRank. Donc voilà. Donc je vais plutôt essayer d'avoir des encres optimisées avec des niveaux d'élargissement différents. Je vais essayer de réserver mes encres exactes sur mes top mots-clés, sur mes plus gros liens, bien évidemment. Par contre, quelque chose que les gens ne savent pas forcément, en fait, le meilleur facteur de classement, c'est la diversité des encres d'une page. C'est pas le nombre de domaines référents, c'est la diversité des encres. Et il y a des études que j'ai déjà présentées, alors ça c'est pas moi qui les ai faites, mais que je présente en conférence, où les courbes sont limpides sur ce fait-là. Donc il faut varier vos encres en netlinking, c'est hyper important. Par contre, gros danger, c'est la cannibalisation par les encres. On peut très bien, donc on connaît tous la cannibalisation par le contenu, j'ai deux contenus qui se ressemblent, mais en fait une encre c'est comme si elle faisait partie de la page de destination. Et j'avais déjà montré un exemple en conférence où le site avait une cannibalisation alors que le terme n'était pas utilisé dans la page parce qu'il recevait énormément d'encre sur ce terme-là. Donc on était sur un site de voyage, ils avaient une page séjour plus le pays et sur la home page ils faisaient des encres sur séjour plus le pays et donc la home page remontait, pourtant il n'y avait pas le mot séjour dans la home page et elle empêchait l'autre de monter, les deux étaient en 9e ou 10e position alors qu'avec les backlinks qu'il avait il aurait dû être beaucoup plus. Puis ce que je dis, c'est applique aussi au maillage interne, la cannibalisation d'encre. C'est hyper intéressant parce que pareil, il faut aussi varier ses encres de maillage interne pour augmenter sa couverture de mots-clés. Et au bout d'un moment, je crois qu'il y avait une étude, je sais plus qui l'avait produit, mais qu'au bout d'un certain moment, quand tu ne varies plus, il y a plus d'effet multiplicateur. Tandis que si tu vas vraiment chercher à varier faudrait que je retrouve cette étude, mais. Alors, t'as Olivier Dufay avec MyRanking Metrics, qui fait une étude sur la variété des encres en interne et qui montre ça.
et j'ai oublié momentanément leur nom. Il y avait une étude anglaise, je crois, où ils montraient aussi cette variété des encres, et plus on a des encres variées, plus on a de trafic. Exactement. J'ai peur de dire une bêtise sur le nom. Ouais, pareil, c'est pour ça que je me suis pas prononcé sur l'étude, mais tu as raison. Du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'une mauvaise encre et qu'est-ce qu'une bonne encre. La dernière fois, on parlait avec Elliot de l'exemple des serruriers, de dire que j'ai trouvé un super serrurier à Paris, et on met le lien sur serrurier à Paris versus le nom du gars, par exemple dans le 13e. Enfin, comment tu juges une encre qui est un peu spammy versus une bonne encre selon toi? Alors, le sentiment, pardon, c'est encore le gap générationnel. Nous, on a été traumatisés par Penguin à une époque où effectivement, par le passé, les encres optimées, c'était le Graal, c'était hyper simple de positionner. Moi, j'avais positionné des gens P3 sur Coach ou sur Poker ou des trucs comme ça avec des encres optiques. Mais voilà, il y a le Penguin qui est passé par là. Alors, pas systématiquement. On rappelle pour les auditeurs, Penguin peut-être. Tiens, vas-y. Donc, c'est un filtre de Google qui pénalisait les sites qui abusaient des encres optimisées. Et ça a fait très 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 mal. Panda sur le contenu, Penguin sur les liens, effectivement. Et donc les algos type Penguin a priori seraient en natif maintenant dans Google, mais il y a plus ce côté pénalité tout ou rien. C'est plutôt on va avoir des pertes de ranking au fur et à mesure. Donc plus tu vas abuser sur tes encres, moins tu auras tendance à bien te positionner. Donc attends, il vaut mieux pas bourriner sur les encres si on maîtrise pas le sujet. Aujourd'hui, j'aurais tendance à redorer le blason des encres de marque qui sont pas idéales en termes de SEO, mais qui sont très intéressantes pour le GEO. Donc, on va en parler ça juste après. J'ai quelques questions là-dessus. Donc, mon encre spammy, en fait, ce que j'aime pas et qu'on fait malheureusement nativement dans beaucoup de sites, par exemple, une encre sur un titre d'article n'est pas bonne. Parce que Google veut des encres courtes. Voilà. C'est pas du spam, c'est pas un problème, mais c'est beaucoup moins efficace qu'une encre plus courte. Et t'as vu un gros changement, parce que tu sais, récemment, on a un peu tout vu, des links spam update, en veux-tu en voilà, des Google Movera, Qu'est-ce que tu penses de toutes ces mises à jour? Est-ce qu'elles ont eu un changement fondamental par rapport à ce qu'on faisait avant, ou tout ce qu'on dit depuis le début sur les backlinks, s'applique toujours aujourd'hui, quoi? Alors, la seule que j'ai vu passer, qui date un petit peu maintenant, ou pour moi, alors, il y a les Helpful Content Update qui peuvent changer beaucoup de choses. En 2022, on a beaucoup de MFA, donc des comparateurs faits pour vendre de l'affiliation Amazon qui se sont écroulés. Mais moi, je suis moins sur ces sujets-là. Dans le lien, la seule qui a vraiment eu un impact significatif, je crois que c'était fin 2022, la Link Spam Update, où ils annonçaient que finalement, si on avait des mauvais liens, ils en tiendraient pas compte et donc on perdrait du PageRank. Donc en théorie, j'ai un profil de lien spammy avec des mauvais liens qui étaient en théorie pris en compte par Google. Il les détecte, je vais perdre des positions et j'ai des concurrents qui vont monter. Ce serait juste un échange. Donc ça, c'était la théorie et c'était ce qu'ils appliquaient déjà depuis longtemps, puisqu'en fait le gros danger pour Google, c'est le négative SEO. Si en envoyant des liens spammy vers une page, on la dégringole, tout le monde s'emmènerait à dégringoler ses concurrents, et c'est pas le cas. Donc Google, quand il y a des liens qu'il estime de mauvaise qualité, il en tient tout simplement. Il n'y a même pas besoin de désavouer, ça sert à rien. Non, il sait faire la part des choses. Mais quand j'ai étudié cette Link Spam Update de fin 2022, je me suis rendu compte, notamment sur la requête cigarette électronique, qu'il y a des gens qui ont eu ce palier, voilà, j'ai perdu des positions, d'autres sont montés, et il y en a d'autres qui ont continué à descendre, et devenir invisibles sur une requête, et il y a même des marques conséquentes qui ont eu ces problèmes-là, et là, il y avait une vraie pénalité. Et ce qui avait été pénalisé, c'était le fait d'avoir massivement des liens qui provenaient de réseaux de sites. Alors, les réseaux de sites, voilà, j'ai beaucoup de sites, même si certains sites se font des liens, ce n'est pas un réseau au sens de Google, c'est un catalogue de sites où on construit notre linking. Il y a des gens qui vont massivement faire des liens vers leur site avec une strate de sites qui vont être entremêlés entre eux, et c'est ça un réseau de sites, et ça Google peut pénaliser. Alors voilà, et là il y avait eu des pénalités. C'était pas une pénalité systématique pour le fait d'avoir des liens qui proviennent de réseaux de sites. Il avait juste pris 2-3 requêtes sur lesquelles il avait pénalisé des choses. Je me souviens de la requête cigarette électronique, je ne sais plus quelles étaient les autres, mais voilà, là il y a eu des changements, mais sinon
il y a beaucoup d'effets d'annonce chez Google. Alors, il y a aussi, on est quand même très mature en France sur le netlinking par rapport à d'autres pays où quand on va regarder le travail fait par les Indiens, sont partout. Ça c'est du spam. Où tu vas sur 5 euros contacté par un Indien sur LinkedIn pour tu payes 10 balles et t'as 2000 backlinks. On n'a pas ça c'est du spam. En France, on est plutôt sur des choses plus chirurgicales et donc alors on a en tête qu'on fait des choses pas bien. Ouais, mais c'est rien à côté c'est clair. Et voilà, donc il y a très rarement des problèmes avec le. Alors, par contre, à l'inverse, souvent les gens ont un problème avec leur site. On dit ah oui, mais c'est le netlinking. Parce que ils vont pas chercher plus loin pour trouver quelle est la vraie raison de leur problème. Ouais, hyper intéressant. Et j'ai encore 2 questions à te poser avant qu'on termine cette interview. On a pas mal parlé de stratégie, d'encre, de liens, etc. Maintenant, on va parler budget. Bon, je sais que ça varie en fonction des clients, mais c'est quoi à peu près pour toi un bon budget correct mensuel pour un site médium, moyen, à 30, 44 trafics? Bon, bien évidemment, après, il y a les consultants qui regardent un petit peu la concurrence, etc. Et ça va beaucoup jouer. Mais allez, si on doit donner comme ça au bas mot... Pour pouvoir bénéficier d'un peu d'accompagnement quand même, parce que je pense que c'est important, faudrait compter une enveloppe à peu près de 1000 euros par mois. D'accord, ça me paraît cohérent. Vu différemment, aujourd'hui, le prix moyen des liens achetés sur netlinking.com, donc ce sont des liens très thématisés, qui envoient du jus, qui se positionnent dans la Search Console, on est autour de 90 euros. C'est hyper honnête. Voilà. Il y a des liens qui sont bien évidemment plus chers. Si tu veux l'article qui a une super visibilité, ton lien parfait, il sera peut-être à 350 balles. Mais on reste quand même sur des prix qui sont qui sont plus que corrects. Oui, parce que des fois, tu vas sur certaines plateformes, tu vois des liens. Une fois, j'ai vu un lien, je te mens pas, à 14 000 euros. Qui mettrait cet argent là-dedans, quoi? Et des fois, tu dis, mais c'est buggé, non, les gars, ils sont pris. Mais peut-être qu'ils vont trouver un volatile. Généralement, j'ai sauté de ma chaise. J'ai 14 000 euros le lien. Wow. J'avais fini les filtres. On n'a rien compris, en fait. Peut-être faire des liens plus chers. Faut acheter une maison, faut mettre un PEL sur un lien et peut-être que tu auras un site qui est. Dernière question, je pense qu'on va être on a pas mal de choses à dire, mais on n'a pas parlé d'IA et on n'a pas parlé de liens sous l'ère de l'IA. Donc, ces derniers temps, beaucoup de choses ont changé. On parle plus des experts, on parle plus de citations que de liens, plus d'avoir ton nom de marque, plus de détailler un maximum plutôt qu'un lien pur. Beaucoup vont te parler aussi de Reddit, de Quora. Bon, Reddit, on voit dernièrement qu'il y a une petite chute en bourse, une grosse chute en bourse. Donc, toi, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de netlinking et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire qu'on ne faisait pas avant, surtout? Ok. Alors, je vais te répondre bien évidemment à la question, puis après moi je t'en poserai une avant qu'on clôture. Donc effectivement, beaucoup de choses changent. Donc je faisais tout à l'heure ma conférence sur le sujet au SO Summit. J'aime bien me baser sur les études qui sont faites. Si on parle des AI Overview, qui sont pas en France, mais qui vont quand même être le gros de la visibilité sur l'IA, puisque le gap de visibilité entre ChatGPT et Google est sans commune mesure. Voilà, on va plutôt de l'ordre du %, pour 99% de l'autre ça côté. a rien à voir encore. Mais là, c'est vraiment. Alors, je préfère utiliser le terme de mention parce que quand on dit c'est pas un faux ami, mais quand on dit citation. C'est plutôt, je veux dire, quand il y a un lien, alors que la mention, il y a juste le terme. C'est juste, je pense qu'il faut, citation, il y a le truc en bas de page où t'as la source citée. Voilà. Alors, parce qu'autant qu'on construise un vocabulaire et qu'on l'utilise tous le même, mais voilà, mais c'est juste quand tu dis citation, et moi aussi j'ai tendance à utiliser citation aussi, mais je fais l'effort et j'ai demandé à mes équipes de faire l'effort d'utiliser mention quand on parle de la marque qui est citée dans la page et citation quand il y a un lien vers un site. Et d'ailleurs, souvent quand une marque est mentionnée, la citation n'est pas forcément vers le site de la marque. Surtout dans le ChatGPT. Alors, pour les AI Overview, la mention de marque, c'est le facteur numéro 1 devant tous les autres pour être visible. Donc plus ta marque va être mentionnée, mieux ce sera. Il y a des études de corrélation qui ont été faites. Bien sûr, si ton contenu n'est pas bon, il se passera rien. Sur ChatGPT, a priori, ça a un intérêt aussi, et c'est important de positionner sa marque, surtout pour se faire mentionner ensuite. Et donc le fait que l'on soit mentionné un peu partout sur le web. Moi, pour ça, je vais appliquer ce que j'appelle des stratégies d'ensemençage. L'idée, c'est
je vais trouver des prétextes à parler de ta marque, mais pas juste à parler de ta marque. Je vais identifier quelles sont les requêtes qui corroborent ou qui sont avec ton secteur d'activité. On va faire des query fan out pour élargir les requêtes et on va aller associer ça à ta marque un peu partout, pas forcément avec des liens, de temps en temps avec des liens, avec des encres de marque. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est faire comprendre que ta marque est spécialiste et référente sur un domaine. Tu peux essayer d'obtenir des liens et des citations dans des comparatifs, et t'as pas besoin que ce soit sur des sites de renom. Ça marche, c'est encore mieux, hein, mais voilà, ils sont peu nombreux et ils peuvent être très chers et t'as pas forcément besoin de payer. Tu peux très bien, voilà. Ce qui va marcher très très fort, c'est les sites très thématisés. Je vais donner plein de data tout à l'heure là-dessus et il y a une évidence sur l'importance d'être sur des sites très thématisés. Et maintenant, pour toucher ChatGPT, je vais proposer une approche novatrice qu'on a lancée tout à l'heure, où en fait ChatGPT est très sensible à la mise à jour du contenu. Donc tu mets à jour ton contenu, tu vas avoir un bonus. Dans netlinking.com, on vient d'afficher en fait si des articles qui sont positionnés dans Google sont aussi positionnés dans ChatGPT. Donc, et la façon dont nous on calcule leur positionnement, on interdit à ChatGPT d'aller sur le web. On a utilisé à peu près 400 000 requêtes, et si on prend les fan-outs, en fait c'est 5 millions de requêtes. Donc on a 500 000 sites qui sont analysés, vraiment 700 000 marques qui sont citées, 3,5 millions de pages qui sont des cités, marques mentionnées. Finalement, si mon article fait partie des sources de ChatGPT, que je viens rajouter un lien vers toi en rajoutant du contenu, il y a des chances que ChatGPT, mais en plus comme moi je modifie mon article, il va être mis update finalement. Et donc, alors j'ai pas encore de retour d'expérience puisqu'on vient de lancer l'offre aujourd'hui. Par contre, je connais des SEO qui appellent les gens pour négocier ce type d'article et qui ont des super retours. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est quelque chose que on met pas en place là avec PlayPlay, ou deux choses. Déjà, effectivement, on a lancé plein de free tools, donc AI VoiceOver, AI Subtitle, AI Video Generator, AI Script pour les vidéos. On a lancé tout ça gratuitement. On s'est dit on allait extraire en fait un peu des features du produit pour les rendre gratuites et créer plus d'inscriptions, plus de leads, etc. Ça marche très bien et aujourd'hui on rank très bien sur certains de ces mots-clés. Social Media Post Generator notamment, il marche bien aussi. Et ce qu'on a fait aussi pour bien pousser ça, au-delà d'un bon contenu, etc., on a identifié sur chacune de ces verticales, par exemple on prend l'exemple des sous-titres, on a fait Best AI Subtitle Tools. Tous les pages de top 10, je les ai tous contactés et j'ai tous fait en sorte d'être présent dans le top 3 ou de demander si possible de remplacer une marque pour nous mettre et update l'article. Ça a été un des gros travaux qu'on a fait. Et le deuxième, ça a été d'envoyer du contenu autour de ça. Genre, pourquoi PlayPlay a créé un générateur de sous-titres? Pourquoi le générateur de sous-titres de PlayPlay? Et vraiment, on pousse. Une fois pour le contenu pour que ça remonte dans les mêmes, mais aussi sur les sources qui sont citées. Et on a vu vraiment des évolutions là-dessus, plus d'un point de vue SEO. Parce que l'IA, moi, je le traque surtout sur Ahrefs avec le Brain Radar qui est de mieux en mieux, que je trouve. On s'est inspiré de ce qu'a fait Ahrefs et on a en fait, on est sur la même approche que pour générer nos réponses. On va tâcher d'avoir finalement un panel de questions plus important qu'eux, puisque nous on est focus sur la France et pour l'instant sur ChatGPT. La différence qu'on va avoir, c'est qu'en fait nous tu vas avoir la liste des questions pour un site, alors que chez Ahrefs t'es obligé de te palucher, qui est complètement indigeste. Donc oui, pour moi c'est la bonne approche pour mesurer. Non, mais c'est très mature ce que tu fais, c'est super et effectivement je comprends pourquoi ces clients travaillent avec toi. Tu m'as pas parlé de ton événement. Déjà merci, ça m'a fait plaisir d'échanger de tous ces sujets avec toi et ça apporte, même si tu vois on voit on entend de tout et du bon, du pas bon sur le jeu, et ça fait plaisir d'avoir un vrai retour d'une personne qui fait ça tous les jours, tu vois, et donc merci beaucoup pour ça ouvre aussi les yeux. Et vas-y, pour la question, tu me parlais du Gros Island, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Quand est-ce le prochain? Tu viendras carrément, on en parle. Commencer la réunion, voilà.
Effectivement, belle question. Grosse Island, ouais, c'est un événement qu'on a lancé il y a 1 an maintenant, qui est un événement pour entrepreneurs à La Réunion. Donc on a lancé la première saison en mars dernier, qui s'est très bien passé. À la base, ça devait juste être un apéro freelance. On s'est dit, allez, lançons un événement, louons une salle, et ça m'a beaucoup inspiré, Elliot m'a beaucoup inspiré aussi avec cet événement. Et on s'est dit, allez, go, il y a quelque chose à faire. On s'est dit, on aimerait bien faire une sorte de hub de l'entrepreneuriat à La Réunion. On a eu tellement de beaux retours qu'on s'est dit, allez, on lance une saison 2. Donc là, le 6 mars prochain, sur 2 jours en plus, qu'on va faire une partie atelier, une partie conférence. Et tu vois, on a déjà chopé Shine en sponsor. Donc ça crédibilise déjà beaucoup l'événement. On a Linkuma, on a Planet Hoster, Six Tricks, d'autres à venir aussi également. Wiseband aussi, j'y pense. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des conférences, pas que SEO. Tu vois, l'an dernier, on a eu des conférences création de contenu. On a eu Nelly, on a eu Camille, on a eu Nicolas Chéron sur les finances personnelles et l'investissement. On a eu des conférences sur l'IA avec Kevin Richard. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir un côté un peu pro-business et vacances avec le côté réunion, parce qu'on était tous en tongs, en sandales pendant les conférences, vue mer. Et c'est de se dire, OK, on apporte vraiment du concret et on explore aussi l'entrepreneuriat sur l'île. Et en parallèle de ça, on a lancé un podcast qui s'appelle Les Grosses Idées, pareil du Gros Island, qui part vraiment à la rencontre d'entrepreneurs locaux, de comprendre, voilà, comment lancer un business sur l'île, comment ça fonctionne, etc., pour essayer d'apporter un souffle nouveau à l'entrepreneuriat. Finalement, tu as un entrepreneuriat assez dynamique sur l'île de La Réunion. Ouais, alors quand tu compares à Maurice par exemple, un peu moins, là où Maurice est très porté, par exemple, tout le monde parle anglais à Maurice, à La Réunion c'est un peu plus compliqué, mais ça se développe énormément plus. Après, tu as le côté fiscalité à Maurice qui attire beaucoup plus de freelance, on va pas se mentir. Moi, j'ai pas envie de partir de La Réunion, et c'est quand même Maurice, je crois, c'est indécent, je crois, c'est du 7% ou du 3% d'imposition, tu vois, donc forcément, tu as beaucoup de SEO ou de freelance qui sont intéressés pour y aller, donc tu as beaucoup plus de consultants à Maurice, tu vois. Mais l'entrepreneuriat de l'île se développe énormément. Moi, j'ai énormément de potes entrepreneurs et comme c'est un réseau qui est plus petit, ça se démultiplie énormément. On est tous très proches et il y a de belles choses à faire sur cette île que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai acheté en juillet dernier sur place. Donc, ça y est, j'ai trouvé mon... T'es réunionnais à la base ou tu... Non, ma copine est réunionnaise. Pour le coup, elle est née là-bas. Effectivement, une paillette, on peut pas faire plus créole. Et moi, effectivement, j'ai découvert La Réunion après l'Australie. J'avais fait 3 ans en Australie. Et je cherchais vraiment un endroit pour mettre un peu mon QG sans m'empêcher de bouger par la suite à droite à gauche. Et je suis tombé amoureux tant de l'humain que du cadre, que de la culture. Et je me suis dit, bon, c'est là qu'il faut que je sois. Et je suis content aujourd'hui. Pour moi, en vrai, la vraie définition au-delà de bien réussir en freelance ou autre, c'est d'être dans un endroit que t'aimes, avec des gens que t'aimes et faire un truc que t'aimes. À partir du moment où t'as ces 3 M, pour moi, t'es déjà en bonne voie pour... Alors, je parlais avec Camille tout à l'heure de la fiscalité mauricienne. Alors, c'est en train de plutôt aller vers 18%, mais minimum tout compris. Ça va. Parce que Tant mieux. j'ai vécu à l'île Maurice petit, donc je vois le plaisir que tu peux avoir et c'est vrai que c'est très agréable de vivre sur une île. Ouais. J'espère qu'un jour tu m'inviteras comme conférencier. Ouais, ce serait génial. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai des sites sur La Réunion. Parce que j'ai des sites hyper thématiques, donc... Tu vois, ce serait génial. Ouais. Faudra que je te montre ce qu'on peut faire avec netlinking.com. Carrément. Ça devrait te plaire. Et si tu veux venir sur la saison 2 du Gros Island, ce serait avec grand plaisir. Ok. C'était super de t'avoir. Merci beaucoup. Plein de sujets intéressants, merci. À très bien. Cette vidéo sera publiée, on ne sait pas encore où, on va la mettre un peu partout, je pense. Déjà sur mon LinkedIn, sur YouTube. Et voilà, je vous dis à très vite. C'était un plaisir. Encore merci d'avoir géré tout cet événement et ce summit. C'était magnifique. Franchement, c'est la première fois que je fais un événement d'une telle ampleur. Bravo pour le taf parce que moi qui fais aussi de l'événementiel à un plus petit niveau que vous, je vois ce que c'est, rien que le jour J, tout ce qu'il faut gérer et tout. Donc, bravo ce que vous faites pour la communauté. Merci. Parce que j'en fais partie. Merci d'avoir aussi de jouer le jeu parce qu'on est content de t'avoir et que tu communiques sur l'événement. Merci beaucoup. C'était un plaisir et on se revoit très vite. Salut à tous. Au revoir.